La question de l'inclusion est un sujet important, un sujet sur lequel on souhaite travailler. Et puisque la collectivité a pour objet, en fin de compte, de travailler aussi de façon transversale, assez naturellement, il y a eu une sorte de convergence je veux dire, d'objectifs où, en fin de compte, en tant que pôle de développement, évidemment, en ce moment, il y a une très forte tension sur l'emploi. Alors non pas qu'il faille s'intéresser de la question du handicap seulement au moment où il y a une forte pression de l'emploi. Là, franchement, c'est vraiment une convergence on vient de valider nos feuilles de route et voilà, on avait fait ce travail conjoint. Alors, moi, je ne vais pas être très, très long. En fin de compte, si on reprend un peu l'histoire de notre territoire, la question de l'inclusion, la question donc entre autres du handicap, mais pas que, mais la question du handicap était traitée, j'allais dire, un petit peu naturellement. Vous savez, dans les Mauges, pendant très longtemps, ça a été le modèle des usines à la campagne. Du reste, ça l'est toujours, sous une autre forme, mais on a un tissu économique relativement important. Et en fin de compte, les gens qui avaient un handicap, bien souvent, étaient pour autant pris, j'allais dire, en compte au travers des entreprises, que ce soit le textile, que ce soit la chaussure, et en fin de compte, avaient une vraie place parce que, en fin de compte, dans dans cette vie sociale, dans cette vie économique, eh bien, ils avaient comment dire, un emploi, ce qui leur permettait, j'allais dire, de vivre le plus, entre guillemets, le plus normalement possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième, en fin de compte, le handicap. Et je, je, alors, je ne veux pas faire d'une affaire personnelle pour justifier tout ce que je vais dire, mais mon épouse a un statut de handicap, de handicapé, alors pas un statut très élevé, mais au titre du fait qu'elle ait été en 1995 greffée. Et en fin de compte, euh, son statut pouvait être à un moment donné une forme de handicap pour trouver du boulot, alors que, j'allais dire, ce pourquoi elle a eu ce titre de personne handicapée, en fin de compte, ne l'empêche absolument pas de vivre normalement, hein, en dehors de ce qu'elle prend comme anti-rejet. Donc tout ça pour dire que, en fin de compte, il est vraiment important d'apporter un regard le plus objectif possible. Alors, pour ça, il nous faut bien évidemment, et c'est pour cela que on s'est associé aussi avec des associations, des structures qui portent cette question parce que probablement aussi on n'en a pas peut-être les uns et les autres tous les tenants et les aboutissants, d'où l'idée de se dire, ben, en fin de compte, voilà, d'où le nom en fin de compte, de notre webinaire, recruter autrement. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, on a véritablement envie, tous ensemble, je pense, de pouvoir trouver des solutions qui, à la fois, permettront, j'allais dire, d'offrir des solutions de recrutement aux entreprises, mais également permettront à des gens atteints d'un handicap de pouvoir trouver une place. Et je suis assez convaincu du fait que, en fin de compte, on sera probablement surpris les uns les autres du résultat que tout cela pourra donner. Alors, il faut rester très modeste, mais en tout cas, soyez assurés que la collectivité, dans cette démarche-là, démarche d'inclusion, est vraiment, vraiment partie prenante et souhaite vraiment contribuer à sa juste mesure, mais contribuer à cela. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Donc, en effet, ce webinaire, il arrive aujourd'hui parce qu'il y a eu tout un travail qui a été réalisé, notamment dans le cadre d'un groupe de travail emploi-insertion qui est sur le territoire, en lien avec différents acteurs de l'emploi, en lien avec des élus, en lien potentiellement, en tout cas, on fait le lien avec les usagers aussi et les personnes en situation de handicap. Et on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une problématique qui était tous les secteurs en tension aujourd'hui sur notre territoire, parce qu'on est quasi sur le plein emploi, donc il y a vraiment des besoins, et qu'en face, on a des compétences disponibles, on a vraiment des personnes
en situation de handicap, en recherche d'emploi et disponibles. Maintenant, c'est comment on peut faire matcher tout ça aujourd'hui. Et c'est en ce sens qu'on a souhaité en tout cas créer ce webinaire pour essayer de travailler ensemble. Alors, dans un premier temps, à une phase plutôt de sensibilisation pour lever un petit peu les représentations que vous pourriez avoir ou qu'on pourrait avoir autour du handicap et notamment le handicap au travail. Et puis, dans un second temps, pour parler un petit peu ensemble de ce qu'on appelle la SEEPH, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Voilà, on va aborder en tout cas ces deux thématiques. Ce que je vous propose, c'est peut-être dans un premier temps que chacun coupe bien les micros pour voilà, qu'on soit bien tous concentrés et pas embêtés par certains sons parfois. Et puis, je vous propose aussi, s'il y a besoin d'intervenir, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Où vous pouvez en tout cas noter s'il y a des questionnements ou si vous souhaitez intervenir. Et donc, comme vous l'avez vu, il y a un enregistrement qui est fait. Alors, si certains n'étaient pas forcément d'accord, normalement, vous avez eu à cocher si vous étiez d'accord pour continuer. S'il y avait un souci, vous coupez les caméras et comme ça, vous ne serez pas visible. À savoir que ce webinaire, on a choisi de l'enregistrer puisque j'ai eu des demandes de personnes qui ne pouvaient pas être présentes, mais qui souhaiteraient que je leur envoie le lien par la suite. Voilà, c'est pour ça qu'on l'enregistre aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les différents intervenants, il va y avoir une co-animation. Dans un premier temps, je vais peut-être laisser la main à Éric Drévillon, conseiller entreprise à l'AGFIP, qui va pouvoir faire la première partie sensibilisation. Et puis, dans un second temps, alors Julie Gomer, je vois qu'il y a une petite faute d'orthographe. C'est bien Gomer, G-A-U-M-E-R, donc, qui est chargée de mission à Cap Emploi 49. Et puis, Christophe Blais, directeur donc, de l'ESAT et de l'entreprise adaptée, qui interviendra en seconde partie. Donc, Monsieur Drévillon, je vous laisse prendre la main. Oui, du coup, on va commencer déjà par introduire la notion de handicap. Parce que comme ça a été dit en introduction, effectivement, parfois c'est une notion assez floue, le fait d'être reconnu travailleur handicapé, la réalité du handicap. Donc, on va déjà commencer par aborder la réalité du handicap. Donc, en général, ce qu'on constate quand on fait des sensibilisations au handicap, c'est qu'il y a des représentations assez fréquentes autour du handicap. Soit elles vont être plutôt négatives, hein, péjoratives, ou alors à l'inverse, ça va être des représentations hyper positives. Donc, ce qui ressort souvent, hein, lorsque par exemple on fait des nuages de mots et qu'on demande aux personnes que vous évoque le mot handicap, la première chose qui ressort, ça va être difficulté, ça va être le fauteuil, ça va être invalidité, etc. Donc là, j'ai mis quelques exemples de mots qui ressortent souvent lorsqu'on fait à la fois des sensibilisations en entreprise, auprès des salariés, mais également auprès des CODIR, des CSE, des managers, etc. On a toujours les mêmes représentations qui vont ressortir, plutôt négatives, plutôt péjoratives autour du handicap, parce que voilà, c'est ancré dans notre société et ça fait partie des stéréotypes qu'on va avoir autour du handicap. Donc, il faut en avoir conscience que le handicap, c'est comme les discriminations, enfin, c'est souvent des contextes assez riches en stéréotypes, idées reçues. On a tendance à classifier les gens dans des cases parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. Donc, il faut juste prendre du recul, avoir conscience des stéréotypes qui sont ancrés en nous pour justement se rendre compte que ce n'est pas la réalité. Et il faut tenter de s'en éloigner pour se défaire de ces préjugés, de ces stéréotypes. Comme je vous l'ai dit, on peut également avoir des stéréotypes plutôt positifs, voire hyper positifs. Quand on demande quand on demande par exemple à des managers ou à des personnes ce que vous pensez aussi du handicap, on va voir à l'inverse, ce sont des personnes très volontaires, hyper motivées, disciplinées, ponctuelles, etc. Mais on se rend bien compte qu'on est encore dans un stéréotype qui cette fois-ci est plutôt hyper positif, mais on reste toujours dans un stéréotype, c'est-à-dire que nous sommes tous différents et on ne peut pas aller catégoriser des gens dans une case en disant la personne est handicapée, elle est forcément très motivée, très ponctuelle, etc. Donc, il faut du coup se méfier de ces préjugés qui vont être à la fois soit hyper négatifs, péjoratifs, soit hyper positifs. Parce que qu'est-ce qui ressort de ça? C'est que
avec ces deux représentations positives, négatives qu'on va avoir autour du handicap, on va finalement réduire la personne à sa seule situation de handicap, à son seul handicap, alors que le handicap, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres dans l'identité de la personne. Avant d'aller dans le vif du sujet de la définition du handicap, enfin, des typologies, etc., c'est bien d'introduire sur déjà la définition du handicap au travail, en société. Parce qu'en France, il y a deux grandes définitions. Il y a celle du handicap en société, celle qui apparaît à l'écran, et il y a celle du handicap au travail qui varie légèrement, mais finalement, l'essence reste plus ou moins la même. Donc, dans la définition qui apparaît sur le handicap en société, donc, on indique que constituer un handicap à toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison de son altération substantielle, durable ou définitive. Donc là, il y a une notion de durée dans le temps. Un handicap, ce n'est pas forcément à vie, d'une ou plusieurs fonctions. Et là, on va retrouver les différentes typologies de handicap, donc physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, ou d'un polyhandicap pour une personne qui aurait plusieurs handicaps, ou d'un trouble de santé invalidant ou encore maladie invalidante. Donc en fait, ce sont ces typologies de handicap qui vont influer sur la participation à la société ou qui vont limiter une activité, mais c'est toujours subi dans un environnement donné, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de situation, là on parle vraiment d'environnement, et c'est de ça que vient le terme situation de handicap. Ce n'est pas du politiquement correct, c'est vraiment lié à cette définition du handicap en société. On va se retrouver dans une situation handicapante, dans un environnement handicapant. Et donc, de fait, c'est plus ou moins dit dans la définition. Il y a une notion de temporalité aussi dans le handicap. Ça va être soit de naissance ou acquis. Ça peut être bien évidemment temporaire ou définitif. Et enfin, une situation de santé peut être stable ou évolutive. Donc, il faut bien comprendre que le handicap est de fait multiple et qu'il va ne se comprendre qu'en situation. Je vous propose, avant de poursuivre, de faire un petit sondage. Donc là, je vais vous lancer un petit quiz. Donc, logiquement, vous allez pouvoir y répondre. Alors, la question que je vous pose, c'est selon vous, la plupart des handicaps sont acquis? Alors, à votre avis, c'est plutôt à la naissance, avec le vieillissement ou suite à des accidents du travail? Donc, je vous laisse, on va dire, 30 secondes pour répondre. On est 37 participants aujourd'hui. Donc, je vois en direct le nombre de réponses. Donc, on a 25 réponses, 26 sur 36. Ne réfléchissez pas trop, le but, c'est plutôt, voilà, vous mettez ce qui vous vient à l'esprit et après, on en discute ensemble. Donc là, en même temps, on accueille une nouvelle personne. Donc, bienvenue. On a déjà commencé le webinaire et là, on a lancé un petit sondage et on va maintenant regarder un petit peu le résultat. Donc, dans les résultats, ce qu'on voit, c'est vous êtes un public plutôt averti, on va dire, sur le sujet du handicap. On a une quinzaine de personnes qui ont plutôt opté sur le vieillissement. Effectivement, le vieillissement, c'est la principale cause et les maladies non professionnelles, ça va être les principales causes du handicap qui vont générer le handicap. Dans la plupart des sensibilisations qu'on fait, alors ça va dépendre des cibles qu'on va voir, mais les gens répondent majoritairement à la naissance. Effectivement, ça fait partie des représentations qu'on va avoir autour du handicap. On imagine souvent qu'on naît avec un handicap et plutôt avec un handicap lourd. Donc, on a une nouvelle personne qui nous rejoint également. Donc, effectivement, la principale cause du handicap, c'est dû au vieillissement et aux maladies non professionnelles. Donc, on voit sur ce petit camembert justement apparaître les grandes typologies, les grandes causes du handicap. Donc, 46%, à peu près la moitié,
on va être sur le vieillissement et les maladies non professionnelles. Deuxième grande cause du handicap, ça va être tout ce qui est lié au travail, donc les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Troisième cause, ça va être les autres accidents, dont les accidents du trajet. Et enfin, on va voir les handicaps de naissance. Donc, il y a 15% des handicaps, effectivement, problème de son. qui sont liés à... Il y a un problème de son? Vous m'entendez mal? Non, tout va bien. Je m'entends bien. Non, c'est bon. Donc, effectivement, seulement finalement 15% des handicaps qui apparaissent à la naissance ou durant l'enfance. On poursuit avec un autre petit quiz. Alors, selon vous, quelle est la part des handicaps invisibles? Donc, je vais lancer un second sondage. Donc, à votre avis, est-ce qu'on est plutôt à 82%, à 77% ou à 54%? Donc là, on parle de la part des handicaps invisibles. Alors, déjà 31 réponses sur 37. Voilà. On va s'arrêter 34 sur 37. Bon, on va s'arrêter là. Alors, je partage les résultats. Donc, vous avez répondu, 17 personnes, 50% à peu près, ont répondu 82%. Effectivement, c'est la bonne réponse. Donc, décidément, on est sur un public plutôt averti. Et après, une autre 16 personnes ont répondu 77% de handicap invisible et une 54%. Donc, effectivement, c'est bien 82% des handicaps qui sont considérés comme non perceptibles au premier abord, invisibles. Donc oui, c'est une part très importante et on va voir juste après justement les grandes typologies. Donc, on se rend compte que bien souvent, il y a une faible perception de la diversité des handicaps. On pense tout de suite aux fauteuils roulants, aux personnes aveugles, sourdes, muettes, aux déficients intellectuels, et on va moins penser, par exemple, à tout ce qui va être maladie invalidante. Donc, on poursuit. Un autre petit sondage. Alors, selon vous, quelle part représentent les personnes en fauteuil roulant dans la typologie des handicaps moteurs? Donc là, on est sur une typologie de handicap, le handicap moteur. Et à votre avis, combien représentent les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant dans les handicaps moteurs? 32 réponses sur 37. On va s'arrêter là. Donc, effectivement, 3%, c'est le pourcentage de personnes qui se déplacent en fauteuil roulant, donc personnes à mobilité réduite. Effectivement, pourquoi est-ce que souvent on a la représentation du fauteuil? Tout simplement parce que c'est le symbole, hein, notamment des places réservées aux personnes en situation de handicap. Et dès qu'il y a souvent des reportages, etc., autour du handicap, ou des photos, hein, tout simplement pour illustrer le handicap, eh bien, on a souvent une personne en fauteuil roulant et puis on a tout simplement ce petit schéma, ce petit dessin qu'on voit un peu partout. Donc oui, c'est normal, on a une surreprésentation bien souvent des personnes en fauteuil roulant. Mais dans les faits, et on voit que vous êtes bien avertis, c'est qu'il y a seulement 3% des personnes sur la typologie des personnes en handicap moteur qui se déplacent réellement en fauteuil roulant. 32 réponses sur 37. On va s'arrêter là. 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 32 réponses sur 37. On va s'arrêter
Donc, s'il y avait deux grands chiffres à retenir hein, pour casser un petit peu les stéréotypes qu'on peut avoir, c'est que il y a 80% des handicaps dits invisibles, non perceptibles, et que 85% des handicaps s'acquièrent après l'âge de 15 ans, donc au cours de la vie. Alors, jusqu'à présent, on a cité quelques typologies de handicap, notamment via la définition, mais à votre avis, combien est-ce qu'il y a de familles de handicap? Alors, je relance un petit sondage. Est-ce que c'est plutôt 7, 5 ou 3? Alors, on va s'arrêter là. Donc, partager les résultats. Donc là, non, effectivement, il y a eu, vous êtes majoritairement à avoir choisi 5 familles typologies de handicap. Donc non, en fait, c'est 7 typologies de handicap aujourd'hui. Donc, on va justement les présenter. Donc, ce petit graphique se base sur l'échelle des 2,8 millions de personnes qui ont aujourd'hui une reconnaissance administrative du handicap. Je dis bien une reconnaissance hein, du handicap parce que on estime des personnes qui évoquent le fait d'avoir une problématique de santé qui a des répercussions sur le travail. Dans certains sondages, on est à entre 5-6 millions de personnes qui évoquent une problématique de santé qui a des répercussions sur le travail. Mais donc ça, c'est des gens qui pourraient être potentiellement en situation de handicap, mais des gens qui ont réellement fait la démarche et qui ont réellement un titre de travailleur handicapé, eh bien, c'est 2,8 millions en France, dans les dernières statistiques qu'on peut avoir. Donc, sur ces 2,8, on a aujourd'hui à peu près la moitié, 45%, qui ont un handicap moteur. Et dedans, on va retrouver des termes qu'on connaît tous, hein, par exemple lombalgie, hernie discale. Oui, effectivement, un problème de dos peut avoir des répercussions sur le travail, donc ça peut générer une situation handicapante. Mais on voit aussi les troubles musculo-squelettiques. On voit également les suites d'un accident vasculaire cérébral, hein, AVC, donc par exemple l'hémiplégie en fait partie, les paralysies, etc. Deuxième grande typologie de handicap, on va être sur les maladies invalidantes. Donc on retrouve dedans, par exemple, des problèmes de tension, des problèmes cardiaques, de diabète, l'eczéma, les cancers, les épilepsies, les allergies, etc., etc. Évidemment, il n'y a pas de liste exhaustive, hein, vous imaginez bien, par typologie de handicap. Donc, on donne quelques exemples pour illustrer, mais nous sommes loin d'être exhaustifs. Troisième grande typologie, on va être sur donc le handicap psychique pour 13%. Dedans, on va retrouver les névroses, les troubles obsessionnels du comportement, les TOC, les phobies, toutes les addictions, donc drogue, alcool, etc., la dépression. Le handicap psychique à ne pas confondre avec le handicap mental, on va le voir juste après. Ensuite, quatrième grande typologie, on va être sur le handicap auditif, donc des termes que vous connaissez, acouphènes, et ensuite, effectivement, dans le handicap auditif, il va y avoir une perte de surdité, enfin une surdité qui va être de légère à profonde, une perte d'audition. Donc, on n'est pas nécessairement sourd profond lorsqu'on a un handicap auditif, hein. Il peut y avoir une perte d'audition qui peut être handicapante sans pour autant être sourd profond. Je poursuis avec le handicap mental, hein, pour 7%. Donc, le handicap mental, je dis à ne pas confondre avec le handicap psychique. Donc, la différence, ça va être la capacité intellectuelle. Donc là, c'est la notion de QI. Donc, ce sont des tests QI qui sont effectués. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté entre le handicap psychique et le handicap mental. Hein, handicap psychique, pardon, il n'y a pas de perte de capacité intellectuelle. Après, bien évidemment, sur toutes les typologies que je rapporte, il y a des grandes typologies, mais on l'a vu dans la définition tout à l'heure, il peut y avoir aussi du polyhandicap, hein, bien sûr. Une personne peut avoir un handicap moteur et avoir aussi un handicap mental et aussi un handicap psychique. Donc là, je vous dis juste dans la logique handicap mental, handicap psychique, la différence, c'est
c'est bien une perte de capacité intellectuelle pour le handicap mental. Donc, les exemples qui sont cités, trisomie 21 et mon syndrome X fragile, on est plutôt sur des handicaps génétiques, mais ce n'est pas que ça, la réalité du handicap mental, c'est aussi les accidents. Par exemple, un traumatisme crânien peut générer un handicap mental, une perte de capacité intellectuelle. Dans les 7% de ce graphique sont compris une nouvelle typologie de handicap. C'est la 7e qui est venue se greffer. Ça va être le handicap cognitif. Donc le handicap cognitif, même principe, il n'y a pas de perte de capacité intellectuelle et c'est pourquoi cette nouvelle typologie a été créée. Dedans, on retrouve notamment les personnes qui sont atteintes de troubles du spectre autistique, des personnes atteintes de troubles 10, vous savez, dyscalculie, dysorthographie, dysphasie, etc. Donc, oui, effectivement, une personne dyscalculique, dysorthographique, si ces troubles sont compensés, pourra évidemment aller jusqu'à un niveau master, etc. Il n'y a pas de perte de capacité intellectuelle. Enfin, la dernière grande typologie de handicap, on va être sur le handicap visuel, où dedans, on connaît un petit peu tous ces termes, pour ceux qui ont des lunettes, plus ou moins. Donc, myopie, presbytie, etc., strabisme, daltonisme. Donc, en général, pour faire simple, on dit que dès lors que les lunettes de vue ne suffisent plus à compenser un handicap visuel, en tout cas un problème visuel, eh bien, il y a peut-être une situation handicapante qui est générée. On va poursuivre maintenant avec plutôt la notion de travailleur handicapé. Donc, je vais à nouveau lancer un petit sondage. Alors, parmi les personnes suivantes, selon vous, lesquelles pourraient bénéficier du statut de travailleur handicapé? Donc, on a un maître nageur allergique au chlore, un opérateur de ligne travaillant en 3-8 et souffrant de diabète, un ingénieur malentendant. Donc, je vous laisse répondre. On voit qu'il y a un petit peu plus de difficulté pour cette question. Alors, on a 25 réponses. On va s'arrêter là. Donc, voici donc les résultats. Donc, vous avez presque majoritairement répondu que l'ingénieur malentendant pouvait bénéficier du statut. Et c'est un peu plus hésitant pour les deux autres exemples. Dans les faits, les 3 réponses étaient correctes. Ces 3 personnes, ces 3 situations vont générer un handicap pour la personne pour exercer son travail. Et c'est bien ça, effectivement, la notion de situation de handicap au travail. Donc là, cette fois-ci, on a la définition du handicap au travail. Tout à l'heure, on disait sur le handicap en société. Donc là, c'est vraiment la définition selon le Code du travail. Donc, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par la suite d'une altération d'une ou plusieurs fonctions. Et là, on va retrouver les typologies qu'on vient de voir ensemble. Donc, je ne reviens pas sur ces typologies de handicap. Donc, finalement, quand on mixe les 2 grandes définitions du handicap en société et du handicap au travail, eh bien, on va retrouver cette notion d'environnement de travail qui va conditionner la situation de handicap. Le handicap est toujours situationnel et c'est bien ce qui illustre les exemples qu'on vient de voir ensemble. Oui, le maître nageur qui est allergique au chlore, une allergie, ça peut paraître étonnant pour un handicap, mais bien sûr, cette personne est en situation de handicap. L'allergie provoque une situation handicapante. Donc, cette personne va devoir se reconvertir professionnellement pour ne plus être en situation de handicap. Donc, elle va avoir un titre administratif pendant peut-être 3 ans, 4 ans, le temps de faire une reconversion professionnelle. Donc, du coup, elle a le droit aux aides, aux services, etc., de la GFIP, de Cap Emploi. Mais une fois que cette reconversion sera faite et qu'elle sera sur un nouvel emploi, plus en lien avec ce produit allergène, eh bien, il n'y aura plus de situation handicapante. Donc, le jour où elle demandera à être renouvelée en tant que travailleur handicapé, on lui dira, eh bien non, il n'y a plus de situation handicapante, vous n'êtes plus en situation de handicap. Donc,
l'allergie illustre aussi cette notion de durée dans le temps. Mais par exemple, on pourrait aussi prendre une maladie invalidante comme le cancer, qui va lui illustrer la notion soit de stabilité ou de durée dans le temps. On peut heureusement guérir d'un cancer. Donc on va être en situation de handicap pendant une durée donnée. Voilà, des exemples comme ça, il y en a plein. Si par exemple, on prend l'ingénieur malentendant, pour le coup, certes, il pourra peut-être bénéficier de prothèses auditives, mais pour l'instant, a priori, on est sur un handicap irréversible. Donc potentiellement, il pourrait être reconnu en situation, comme travailleur handicapé à vie. Quelques données très rapides sur les demandeurs d'emploi qui sont en situation de handicap. Aujourd'hui, le taux d'emploi pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi est de 36%, contre du coup plus de 66, presque 70% pour le tout public. Donc on voit que le taux d'emploi est bien inférieur pour les personnes en situation de handicap, d'où l'intérêt de cette rencontre d'aujourd'hui, c'est que oui, effectivement, le taux de chômage chez les personnes en situation de handicap est multiplié par 2. On a à peu près un taux de chômage de 20%. Bon, là, c'est 18 sur le graphique, mais on est à peu près à 2 fois plus en termes de taux de chômage chez les personnes reconnues travailleurs handicapés. Et en termes de typologie, on est à peu près plus de la moitié des demandeurs d'emploi en situation de handicap qui ont 50 ans et plus, et qui ont en termes de niveau de diplôme un niveau inférieur au BEP-CAP. Donc ça veut dire que le profil type du demandeur d'emploi en situation de handicap a plutôt 50 ans et plus et un niveau infra BEP-CAP. Et avec un taux de chômage dans cette population de 18%, 2 fois supérieur à la normale. Avant de laisser la parole à Cap Emploi, très rapidement, les services de l'AGEFIP. Donc l'AGEFIP est là pour construire et financer des solutions pour compenser le handicap. Elle est également là pour vous informer, vous conseiller, vous accompagner pour mieux prendre en compte le handicap dans l'entreprise, dans la politique ressources humaines de l'entreprise. Et enfin, pour outiller les entreprises, pour vous aider notamment à sensibiliser le collectif de travail. Je ne vais pas revenir sur les différents outils de sensibilisation. Je vais maintenant laisser la parole à Julie Gomer. Alors, je vais peut-être juste reprendre rapidement la main avant Julie, peut-être juste pour donner 2-3 mots en tout cas sur la SEPH et pourquoi on en parle aussi aujourd'hui. Donc la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, à savoir que c'est un dispositif qui est national et qui a lieu tous les ans la 3e semaine de novembre. Donc cette année, c'est du 15 au 21 novembre. Et on trouvait important de pouvoir envisager aussi ça avec vous aujourd'hui pour échanger ensemble sur des actions qui pourraient être menées, puisque dans le cadre de cette semaine, ça va être plusieurs dispositifs qui vont pouvoir en tout cas être proposés sur le territoire. Et le but aujourd'hui, c'était que vous puissiez en tout cas en échanger directement avec les acteurs de l'emploi pour organiser potentiellement des actions qui pourraient vous permettre, vous, peut-être de rencontrer des candidats que vous n'auriez peut-être pas rencontrés habituellement. C'était vraiment en ce sens. Donc, Julie, je vais te laisser la main pour aller plutôt sur un échange autour des dispositifs aujourd'hui qui peuvent être proposés dans ce cadre-là. Merci, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents sur ce webinaire. Moi je suis Julie Gomer, je suis chargée de mission pour Cap Emploi 49 au service entreprise, recrutement et intégration. Je vais vous parler de Cap Emploi en quelques minutes, mais ce n'est pas forcément l'objectif du jour. On ira juste après dans quelque chose de plus opérationnel terrain avec vous. Cap Emploi, ce sont 3 services, évolution et transition professionnelle. Sur notre territoire, nous travaillons avec Isabelle Bourgoin à Beaupro et Drin, ce sont ces lieux d'accueil, et Sylvie Belin à Cholet. Moi, je fais partie donc du service employeur et je travaille avec Aurélie Salmon, qui est mon homologue de Cholet. J'interviens principalement sur les 6 communes de Mauges Communauté et également un petit peu dans le Choletais, et nous sommes assistés par Stéphanie Houdu.
Donc Cap Emploi, 3 services. On parle d'un 3e service, c'est le service de maintien dans l'emploi qui est porté par le SMIA qu'on appelait anciennement le SAMET, qui accompagne les personnes salariées, du coup, qui rencontrent des difficultés de santé, mais pour les salariés qui sont en poste déjà depuis plusieurs années. Nous, sur la partie accompagnement des personnes, on sera plutôt sur un public demandeur d'emploi en grande majorité. On peut aussi avoir des personnes salariées, mais qui vont plutôt réfléchir à des projets à l'extérieur. Nous sommes financés par Pôle emploi, l'AGFIP, le FIPHFP, qui est l'homologue de l'AGFIP pour la partie publique, fonction publique, et nous sommes conventionnés par l'État, avec l'État. On intervient uniquement sur le milieu ordinaire de travail, donc entreprise adaptée et entreprise dite classique. On n'intervient pas sur le milieu protégé, donc les ESAT, anciennement les CAT. Et on peut intervenir auprès des structures privées, publiques, quel que soit l'effectif. Même les moins de 20 salariés qui ne sont pas concernés par l'obligation d'emploi sont des partenaires très importants pour nous, parce qu'ils représentent 30%. Les entrées en emploi des personnes qu'on accompagne auprès des entreprises de moins de 20 salariés représentent 30%. Donc, c'est quand même un chiffre très intéressant, très important. Nous, sur le service entreprise, l'objectif, c'est de vous accompagner. Dans un premier temps, on va faire un diagnostic de la situation. Donc, qui vous êtes, quelle est votre activité, quelle est votre organisation. Voilà, vous allez nous parler de votre entreprise. On a besoin de vous connaître et de comprendre ce que vous faites pour mieux vous accompagner par la suite. Nous, on vous présentera nos services dans un second temps. On peut vous accompagner sur le recrutement de personnes en situation de handicap. On ira uniquement sur des propositions de candidature de personnes qui sont bénéficiaires de la loi handicap, donc, qui ont un des titres comme la RQTH ou une pension d'invalidité ou d'autres titres. Principalement, ce sont des reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé. On pourra vous accompagner également dans l'intégration. Une fois que le candidat est ciblé et que vous allez sur du recrutement, on va border l'intégration, ce qu'on appelle nous border. Donc, on va sécuriser en communiquant, en mobilisant des dispositifs spécifiques si besoin. Des fois, il n'y a pas besoin. Des fois, tout se passe bien. Et en majorité, d'ailleurs, tout se passe bien. Et puis, on pourra être présent aussi dans ce qu'on appelle le suivi dans l'emploi. Donc, le suivi dans l'emploi, en fonction des situations. Les situations sont toutes singulières. Ça peut durer 2 mois, 6 mois, 1 an si besoin. On n'est pas là tous les jours, ni toutes les semaines, mais on fait des points réguliers. Et on s'assure que tout aille bien pour tout le monde, que ce soit pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise, parce que l'objectif, c'est bien sûr d'aider aussi les entreprises. Je tiens quand même à souligner que parmi les personnes en situation de handicap qu'on accompagne, quand je dis on, c'est tout le monde. Hein. On travaille avec de nombreux partenaires sur le territoire, il n'y a pas que Cap Emploi. Cap Emploi accompagne environ 30% des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés. Beaucoup de demandeurs d'emploi sont aussi accompagnés par Pôle emploi, mais par aussi d'autres dispositifs. Je ne vais pas pouvoir tous les nommer, mais je pense à l'emploi accompagné, je pense à différents dispositifs d'insertion sur les territoires. Et ce sont quand même des personnes qui sont très motivées, qui sont assidues. On parlait tout à l'heure avec Eric des représentations. Moi, je tiens quand même à préciser que dans la globalité, ce sont des personnes qui savent ce que c'est que d'avoir un parcours professionnel ou un parcours de santé un petit peu compliqué et qui, aujourd'hui, sont présentes pour aller vraiment vers un emploi stable. Et c'est ce qu'elles nous demandent dans la majorité. On arrive globalement peu à les positionner sur les offres d'emploi diffusées par les entreprises parce que ce sont des profils atypiques. On a vu tout à l'heure que les niveaux de qualification sont fragiles. Oui, il y a des restrictions liées à la situation de handicap. Et c'est vrai que les personnes ne se reconnaissent pas toujours dans les offres d'emploi diffusées. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse quand même valoriser leurs compétences parce que c'est un réel vivier de compétences. Par différents moyens, mais avant tout, c'est l'échange avec les entreprises. Le public avec lequel on travaille, avec ce public-là, on se doit d'avancer par étapes. C'est vraiment une des clés de la réussite. On y va par étapes, on sécurise le parcours, ça rassure tout le monde, aussi bien la personne en situation de handicap que l'entreprise. Et pour ça, pendant la SEPH, donc la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées,
on voudrait mettre en place des événements. Alors, avec vous, les entreprises, pendant la SEPH, mais aussi avant ou après. Le handicap en emploi, c'est toute l'année. Hein. Chez Cap Emploi, la SEPH, c'est toute l'année. Donc, c'est très bien de pouvoir faire un focus sur la 3e semaine de novembre. Mais je tiens à préciser qu'on aimerait que ce soit des événements, et ce sont d'ailleurs des événements qui se tiennent toute l'année, avant tout. On peut aller sur des visites d'entreprise. L'idée, c'est que vous nous fassiez remonter aussi vos besoins ou vos difficultés de recrutement, vos questionnements, vos envies, vos projets, pour qu'on puisse co-construire ensemble. On peut aller pendant la SEPH, où je leur dis avant, après, sur des visites d'entreprise, des visites de poste. L'objectif étant de découvrir des métiers, de valider un projet professionnel. Ça peut aussi être en amont d'un recrutement. On l'a fait récemment avec une entreprise, enfin avec plusieurs d'ailleurs. Ça peut être des périodes d'immersion où vous accueillez des personnes en situation de handicap le temps d'une journée. Il y a DUOD qui se déroulera le 18 novembre. La communication est lancée. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur la plateforme DUOD. Donc, c'est pour accueillir une personne. C'est un binôme en fait entre un de vos salariés et une personne en situation de handicap qui viendra découvrir le poste le temps d'une journée. Mais DUOD, ça s'appelle tout au long de l'année la PMSMP. Je rentre dans un petit peu du jargonnel, la période de mise en situation au milieu professionnel. Et la PMSMP, on peut la mobiliser toute l'année. Ça permet une immersion dans l'entreprise pour découvrir le poste, pour tester, pour se tester l'intérêt métier, mais aussi tester l'adéquation avec le handicap. Et puis, c'est vraiment une période qui permet de rassurer tout le monde. On fait la période d'immersion, on fait le bilan à la fin. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui a été un petit peu questionnant? Voilà, on peut en tirer des conclusions et mettre en place des dispositifs en face pour répondre aux problématiques. L'idée, c'est vraiment aussi d'échanger sur les missions. Nous, les entreprises, vous, les entreprises, on a besoin que vous nous expliquiez concrètement avec des mots simples ce que vous attendez en termes de recrutement. C'est pas toujours simple en lisant une offre d'emploi de visualiser ce qui est demandé dans le poste. Donc, on a besoin d'échanger. Et dans l'idée, le prescrit doit correspondre au réel pour éviter toute surprise pour la personne en situation de handicap dans son poste. Il existe aussi les formations internes ou externes. Si vous avez ciblé le candidat et qu'il manque quelques compétences ou quelques habilitations, on travaille de façon rapprochée avec Pôle emploi. On peut mobiliser le dispositif de formation de ce qu'on appelle le droit commun. On peut aussi mobiliser des dispositifs de la GFIP. Voilà. Et puis, l'idée, c'est toujours de sécuriser l'entrée dans l'emploi. Donc, on va pouvoir, nous, vous conseiller sur la visite médicale auprès du médecin du travail, sur la coordination de l'aménagement de poste. S'il y a des préconisations faites par le médecin du travail, on pourra proposer des rendez-vous tripartites. On va pouvoir vraiment co-construire ensemble le parcours d'intégration de la personne au sein de votre entreprise pour que, dans l'idée, ce soit durable. Voilà. Si je peux continuer encore quelques minutes, je voudrais vous parler des offres d'emploi, ce qu'on appelle les offres tout public. Quand vous avez un besoin et que vous êtes ouvert à vraiment tout type de candidature, le mieux, c'est quand même de vous orienter vers Pôle emploi ou les autres sites de sourcing que vous avez l'habitude d'utiliser. Nous, on va pouvoir être mobilisés pour ce qu'on appelle les offres, les plutôt profil travailleur handicapé, parce que c'est la volonté de l'entreprise ou parce que vous êtes sensible au sujet, que c'est votre politique RSE ou vous souhaitez être accompagné dans la loi handicap, le respect de la loi handicap. Et à ce moment-là, nous, on pourra aller cibler des candidats partout, à Cap emploi, à Pôle emploi, dans les autres dispositifs d'accompagnement. Vous pouvez aussi noter sur les offres d'emploi qu'à compétences égales, la priorité sera donnée aux travailleurs handicapés, ou mettre une phrase comme les candidatures des travailleurs handicapés seront étudiées avec attention. Et là, le conseiller qui verra votre offre d'emploi, qui la validera Pôle emploi, cochera ce qu'on appelle la case ACE, à compétences égales, qui permet vraiment de valoriser les entreprises qui ont une sensibilité au handicap. Et de montrer aussi aux candidats que vous êtes ouverts à ce sujet-là. Et il ne faut pas que les candidats aient peur ou craignent de dire qu'ils sont bénéficiaires d'une RQTH. Au contraire, si vous lancez le sujet dès l'offre d'emploi, ça peut amener à l'échange candidat-employeur. Quelques conseils pour réussir. Alors oui, une petite précision.
vous l'aurez compris, on a des profils atypiques, donc on n'a pas beaucoup de profils à vous proposer sur les métiers en tension. Donc les conducteurs de ligne en 3-8 ou les usineurs, tourneurs, fraiseurs et aides-soignants. Malheureusement, on n'en aura pas beaucoup plus que les autres collègues dans le domaine de l'insertion. Je précise également que beaucoup de personnes recherchent du temps partiel. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des offres à temps partiel. Ça peut intéresser beaucoup de monde. J'aurais beaucoup de, voilà, de conseils à vous donner, mais j'aimerais vraiment que ce soit lié à des partenariats, notamment Orvia, couloir de la Mésangère à la Poivinière, avec qui on a fait une visite d'entreprise avec 5 candidats il y a quelques semaines de ça. Parce que Madame Tignon, la RH, avait besoin de personnes pour monter des boîtes en carton et puis oui, principalement ça. Elle me disait, je pense que ça peut convenir à des personnes que vous accompagnez. Elle a eu le bon réflexe parce qu'effectivement, sur les 5 candidats, à l'issue de la visite de l'entreprise, les 5 se sont positionnés sur le poste parce que c'est beaucoup plus simple de se positionner quand on a vu le poste, quand on sait en quoi ça consiste. Et sur les 5, il y a 3 personnes qui ont fait un essai qu'on appelle un jour un métier. Donc, c'est une découverte, en l'occurrence, là, sur une demi-journée. Et a priori, on va vers 3 recrutements. Donc, on en est ravis. On a travaillé dernièrement avec Intermarché GoPro sur des contrats d'apprentissage pour se former au poste de vendeur conseiller commercial. On a un beau partenariat également avec en porte-pièce des Mauges à Saint-Macaire, où une personne a été recrutée au poste d'assistante administrative et commerciale, comptable de gestion. Voilà, elle a été formée en interne via un dispositif qu'on appelle le parcours TPME, donc toujours en collaboration avec Pôle emploi, qui peut mettre en place ces dispositifs de formation. Nous, derrière, on est intervenu pour l'aménagement matériel du poste de travail de la salariée. Travaille en général avec de nombreuses entreprises du Bello-Pratin et du Choletais. Et donc là, dernièrement, j'ai rencontré hier M. Durand de l'entreprise SEMA à Saint-Macaire, qui vient de recruter un jeune qui travaillait précédemment à l'AMIPI, entreprise adaptée, et qui est intégré à son équipe en CDI. Donc, il en est ravi, mais il demande un petit peu à être conseillé, à être accompagné pour intégrer au mieux ce jeune sur sa prise de poste. Je pense également à Pierre. Pierre, c'est un jeune qui présente un trouble, un handicap mental, enfin une maladie plutôt cognitive, qui est recruté au poste de préparateur de véhicules d'occasion dans un garage auto à la Pommeraye. Je pense à de nombreux employeurs avec qui on travaille au quotidien pour Excusez-moi, ce qui serait peut-être intéressant, c'est que, parce que je vois l'heure qui tourne, et je pense que le retour des entreprises peut être intéressant aussi par rapport à toutes ces informations, voilà, pour enrichir le débat. On peut peut-être, Monsieur Blais, très rapidement, parce que c'est vrai que le temps tourne très très vite, peut-être présenter rapidement et puis qu'on laisse le temps de questions-réponses. C'est vrai qu'il est déjà -5. Ok, je veux bien. Donc, Christophe Blais, donc, je suis directeur de 2 entités, un ESAT de 66 places et une entreprise adaptée de 35 personnes. À l'ESAT, on accueille plutôt, on va dire, pour reprendre la typologie que nous a faite M. Drévillon, plutôt à l'ESAT de la déficience intellectuelle légère et sur l'entreprise adaptée, plutôt du handicap psychique léger. À 90%, on réalise de la sous-traitance industrielle qu'on fait dans nos locaux pour le compte de plus de 200 clients de la région de Chemillé, Cholet et aussi Angers. On réalise aussi de l'espace vert chez des industriels de Chemillé et de l'archivage numérique, notamment pour Thales à Cholet. À côté de ça, nous sommes complètement, nous, dans une logique d'inclusion, c'est-à-dire que nous favorisons depuis une dizaine d'années l'embauche d'ouvriers de chez nous pour aller vers des entreprises dites ordinaires. Et là, donc, j'ai prévu de vous parler de 2 exemples concrets qu'on a vécus. Alors, à chaque fois, qu'ils se sont déroulés en plusieurs phases, c'est-à-dire que ça a démarré par un stage de découverte, puis ensuite une, voire 2 mises à disposition sur 2 années.
Et donc, pour les deux situations là que je vais vous présenter, ça s'est soldé par une embauche en CDI par ces deux entreprises. Donc là, je veux citer, et je veux les remercier, la société Sorel, hein, en 2019, là, qui, effectivement, après 3 semaines de stage, 2 ans de mise à disposition. Donc, la mise à disposition, c'est quoi? C'est que notre entreprise reste l'employeur, hein, et on met à disposition cette personne au profit de l'entreprise qui l'accueille. Et puis, ça a été très satisfaisant. Et donc, la Sorel, en 2019, a fait le choix de l'accueillir. Vous voyez, donc on est en 2021. Je prends régulièrement des nouvelles et ça se passe super bien. La deuxième situation, c'est un ouvrier des ZAT qui, ça date, depuis 2013, il a été embauché par la société GE Hutchinson, pour ceux qui connaissent, une entreprise chemilloise qui appartient au secteur de l'aéronautique. Et donc, ils l'ont embauché. Alors, il était bien évidemment partant. Ça, c'est un premier niveau important. Il faut que l'ouvrier handicapé soit partant pour que ça réussisse. Et donc, depuis 2013, vous voyez, donc, ça fait 7 ans. Bruno est toujours là-bas et ça se passe très bien. De temps en temps, je le croise sur Chemillé. Donc voilà, je voulais vous faire part de ces deux expériences. Et donc, j'ai prévu là très, très succinctement de vous faire part pour moi, quel était le facteur de réussite pour ces deux situations. La première, ça c'est incontournable, ça a été la volonté et l'engagement du dirigeant d'accueillir dans ses murs une personne en situation de handicap. Pour les deux situations, c'est comme ça s'est fait. Et ça a été moteur pour la suite. Ensuite, le deuxième élément important, c'est le fait que le dirigeant est nommé dans l'entreprise un tuteur, un salarié, soit un chef de service ou quelqu'un sur une chaîne de production qui soit un peu plus son tuteur. Et ça, c'est, je pense, très important par rapport notamment à un public d'handicap psychique. Voilà, donc tout ça pour dire que l'accueil de personnes handicapées, ça se prépare en amont en respectant ces deux choses. Et puis bien évidemment, comme je vous le disais, le fait que les personnes soient partantes, ça c'est primordial. Voilà ce que je voulais vous dire très succinctement. Alors, je vous propose, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a pu être précédemment nommé, on vous laisse la parole. Si quelqu'un souhaite prendre la parole, peut-être des questionnements que vous pourriez avoir, en tout cas par rapport aux besoins que vous pourriez avoir aujourd'hui. Moi, j'ai été très, très vite quand même. Donc, je pense que ça mériterait un échange plus approfondi, effectivement, avec les entreprises sur leurs besoins. Est-ce que certains ont des questions? Peut-être de nommer pourquoi aujourd'hui, en tout cas, peut-être ce webinaire a pu vous intéresser, pourquoi vous vous y êtes inscrit, qu'est-ce que vous veniez y chercher? Alors, par écrit ou directement à l'oral, comme vous le souhaitez. S'il y en a qui sont peut-être plus à l'aise pour poser les questions à l'écrit, n'hésitez pas dans le chat. J'attends quelques instants pour voir si dans le chat, on a des choses qui apparaissent. Alors, le temps peut-être que vous écriviez vos questions. C'est vrai que nous, aujourd'hui, ce webinaire, il était vraiment là pour être un tremplin, en tout cas, dans un sens pour lever les représentations et peut-être être un peu plus à l'aise autour de la question du handicap, que vous preniez aussi peut-être conscience pour certains d'entre vous, qu'en effet, on a des compétences sur le territoire qui sont existantes, des compétences que vous n'auriez peut-être pas été forcément cherchées de manière automatique, alors soit par méconnaissance, soit peut-être parce que ce n'était pas une idée qui aurait pu être là pour vous.
Donc, le but, c'est vraiment de faire prendre conscience aujourd'hui qu'il y a des acteurs sur le territoire, qu'aujourd'hui, alors là, on va parler vraiment Mauche Communauté, on a vraiment cet intérêt de vouloir développer l'interconnaissance entre les acteurs, notamment tous les acteurs de l'emploi aujourd'hui, dans le cadre de notre groupe de travail, se rencontrent. On a tous la même problématique. Maintenant, c'est vraiment cette notion de comment on peut travailler ensemble. Donc, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions, en tout cas là, qui arrivent. Ce qu'on peut vous proposer, pour rester dans les temps en tout cas, c'est peut-être si vous aviez des questions complémentaires dans un second temps. Julie Gomer, donc, de Cap Emploi. Voilà, je vois qu'il y a un retour en effet de Madame Aubron. Je reviendrai directement vers Cap Emploi et avec vous, car je recherche plutôt des temps partiels sur le secteur de Cholet-Beaupro-Chemillé. Voilà, ça a semblé en tout cas très intéressant ce temps d'échange. Donc n'hésitez pas, peut-être que là on imagine que le temps était assez court. 1 heure c'est très court, on a essayé de tenir ce temps du mieux qu'on a pu. Donc ce qu'on vous propose, si en tout cas il n'y a pas d'autres questions, c'est peut-être de recontacter Julie Gomer, donc au sein de Cap Emploi, pour lui exprimer vos besoins. Et Julie pourra être le relais auprès des différents acteurs de l'emploi du territoire pour essayer au mieux de répondre en tout cas à vos demandes, si ça convient à chacun. Eric, est-ce que tu as prévu la slide avec les coordonnées mail ou téléphone? Oui, je peux faire ça. Partager l'écran. Voilà. Donc, voilà. Sinon, je peux l'écrire dans le chat si tu préfères. Ouais, sinon peut-être, Ouais. Julie, tu peux noter tes coordonnées, comme ça chacun pourra les avoir. Ah oui, d'accord. Tu avais une ligne directe? Non. D'accord. Vous aurez les coordonnées en tout cas dans le chat. Après, peut-être Eric, qu'on peut retransmettre, vu qu'on a toutes les adresses mail, peut-être retransmettre les informations dans un second temps. Ouais. Ça peut être possible. On va vous retransmettre les coordonnées dans un second temps. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questionnements, je ne sais pas si Monsieur Blais ou Julie, vous aviez d'autres. Non, nous, on est ouvert à tout échange avec les entreprises du territoire. On peut chercher des solutions ensemble pour l'intégration des personnes reconnues travailleurs handicapés. On ne prétend pas avoir les candidats qui n'existent pas. Donc, je leur dis sur les métiers en tension, voilà, c'est pas simple pour tout le monde, mais vous le savez. Mais on peut essayer. Voilà. Après, alors, je vois qu'on a une question de Madame Rabot qui précise, Julie, que vous avez été en contact par l'intermédiaire de Madame Massé. Il semblait que ça doit être Synergie Prod, je pense. Ouais, c'est ça. Bonjour à tous et toutes. Bonjour. C'était pas vraiment une question, mais du coup, je me permettais, et je vais aussi mettre ma vidéo, je me permettais d'intervenir auprès de Julie. Et puis, en fait, en l'écrivant, je me suis dit que peut-être ça pouvait être une expérience à partager. Donc, Julie, on n'a pas été en contact directement, ou en tout cas pas récemment, mais vous avez été en contact avec Ludmila Massé, qui vous a informé de ce qu'on prévoit de faire le 7 octobre. Oui. Et donc, bon, pas de révolution, et j'imagine que dans le contexte dans lequel nous sommes tous et toutes, vous y avez tous et toutes déjà pensé, mais chez Synergie Prod, on organise ce qu'on appelle une matinale de recrutement avec du coup visite. Donc nous, on est un site industriel, visite des installations industrielles, puisqu'en effet, on a bien conscience, et d'autant plus avec la population avec laquelle on s'adresse dans ce cas-là, que le fait de pouvoir montrer à la fois en termes de type de poste, de conditions de travail, les postes sur lesquels on a des besoins à pourvoir, peut finalement clarifier, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, mais en tout cas clarifier le besoin et l'adéquation entre les besoins et les profils que vous pouvez accompagner.
C'est ça. Et nous, pour mieux accompagner les entreprises, on a besoin de voir vos postes pour mieux en parler derrière et mieux sourcer les candidats. Et se rendre compte aussi des missions demandées, de l'environnement de travail. Est-ce que c'est bruyant? Est-ce que c'est debout? Est-ce que c'est comme ceci, comme cela? Pour mieux en échanger avec les collègues et sourcer les candidats par la suite. Donc, je suis ravie de pouvoir visiter votre entreprise le 7 octobre. Eh ben, on sera ravis de vous accueillir. Merci en tout cas pour ce témoignage qui permet de montrer aussi par quel biais on peut essayer de trouver de nouveaux candidats. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose peut-être de s'arrêter là, sauf si quelqu'un d'autre souhaitait intervenir pour un témoignage ou autre. Non, bon. Je vous propose qu'on s'arrête là et puis en espérant en tout cas que voilà, ce webinaire a pu répondre à vos attentes et qu'il puisse être en tout cas le tremplin vers d'autres actions que vous allez pouvoir mettre en place ensuite en lien avec les acteurs de l'emploi du territoire. Merci à tous et à toutes en tout cas pour votre présence et puis à très bientôt en tout cas. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.